La minutie, elle est dans la préparation, elle est au démarrage, elle est dans penser la pièce. Et une fois que moi j'interviens, manuellement, ça roule, ça déroule. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite à de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier et dans ce podcast, je vous partage mes conversations avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Pour cette saison, je m'associe au Village des créateurs. Catalyseur, il fédère les acteurs des filières textiles, habillement et art de vivre. Cet incubateur accompagne les entreprises créatives émergentes de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans. En fin de chaque épisode, vous retrouverez le témoignage d'un créateur du village. Rendez-vous chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Ouais. Très bien, fatiguée, mais très bien, après une expérience riche et dense. Ouais. Donc il y a toujours le moment où on se repose, mais avec beaucoup... Merci beaucoup justement de m'accueillir et de m'accueillir aussi dans cette redescente et puis d'avoir répondu partante pour cette conversation en fait avec les auditeurs de Qu'est-ce que la mode, parce que tu les vois pas, tu les connais pas, mais c'est des personnes qui sont dans le milieu, des acteurs de la mode, c'est aussi des étudiants, ce sont aussi des... Et déjà je voulais aussi donc te remercier et remercier aussi Céline Chen qui nous a fait nous rencontrer. Je pense qu'elle va écouter l'épisode. Pour les auditeurs, je dis juste que c'est l'invité numéro 48. Elle a partagé justement son parcours et son approche du vêtement. Et en fait, pour un projet qu'on a travaillé ensemble, un court-métrage, elle m'a fait tour. Et donc c'est top parce qu'aujourd'hui, 3 mois plus tard, on se retrouve chez toi et tu vas pouvoir me partager un peu plus sur qu'est-ce que la mode. Parce que justement, quand j'ai découvert ton travail, et je me suis dit tout de suite, j'aimerais vraiment faire découvrir ton approche aux auditeurs et participer à ta poésie, ton rapport à la matière, ta façon de construire le vêtement, et c'est ce dont on va parler aussi. D'ailleurs, c'est une approche matière, technique et un savoir-faire qui est reconnu par le ministère de la Culture, puisque tu es maître d'art. Oui. Voilà. Donc, comment est-ce que tu en es arrivée là ? Ça a été un parcours. Moi, j'ai été nommée maître d'art en 2008. Effectivement, encore, parce que finalement, je suis feutrière, je pense qu'il faut le dire, je suis plasticienne et je travaille la matière, c'est-à-dire que je transforme les fibres de laine en un textile qui est un textile ancestral, parce que l'homme a découvert cette matière-là au néolithique, à partir du moment où ils ont élevé des animaux. Ils ont vu cette toison des moutons et avec le frottement, ils ont compris qu'avec le frottement et certainement ce que moi mets du savon, mais eux c'était le soin, une matière compacte pouvait se créer. Donc il y a vraiment, à une époque, il y a eu une sorte de civilisation du feutre où plein d'accessoires étaient. Donc le feutre c'est quelque chose de très léger, donc c'est quelque chose qui pouvait déplacer, emmener, plier et remonter. Donc on est vraiment très très loin. Et moi c'est vrai, quand j'ai découvert cette matière, c'était étonnant de voir d'un coup, dans la perception, on allait loin dans le temps. Donc c'était un espèce, et pas un recul dans le temps, mais finalement une projection dans le temps qui nous resituait aujourd'hui et qui me faisait dire mais aujourd'hui effectivement moi je suis pas berger, j'ai pas besoin d'un manteau abri pour me protéger des intempéries, mais la sensation de protection que procure un manteau, c'est-à-dire qui est effectivement entièrement moulé et que tu vas mettre, c'est finalement cette peau qui est l'intermédiaire entre toi et le monde.
Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et donc en véhiculant donc, toute cette histoire, tout ce passé, en se disant, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, si je suis nommée maître d'art, j'ai été nommée maître d'art, c'est des artisans d'art. Donc c'est la pratique d'artisans d'art. Donc ça, c'est effectivement, c'est un artisanat ancestral. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces artisanats ancestraux? On n'a pas forcément envie de rester à l'âge de pierre. Évidemment, on a bien conscience qu'on a évolué. Ouais. Donc comment Dans on fait l'usage et aussi, tout ça, voilà, ouais. comment aussi on fait évoluer nos techniques. Donc c'est vrai que quand je me suis formée à travailler avec mes mains, j'ai appris à faire des chapeaux. Donc les chapeaux, Ouais, parce que c'est ce qui est cool. donc c'est une structure, c'est un cône, donc il n'y a pas aucune couture. Donc là, je me suis dit, bon, si on peut avoir le cône, comment on peut tirer le moulage sur une grande pièce. Donc j'ai appris, quand j'ai eu mon atelier, Ali, qui travaillait à costumer ça, donc c'était bon, une époque, et je lui ai dit, Étienne, apprends-moi à patronner. J'ai besoin de comprendre comment se construit un vêtement. Et là, quelles sont les pinces, comment ça se passe, les épaules. Moi, je ne vais pas du tout faire ça, mais j'ai besoin, je ne veux pas créer des choses, des œuvres qui seront apportées, mais je ne veux pas que ça soit, c'est pas de forme. Je veux que ça soit puissant. Donc, je veux comprendre la structure du vêtement pour la transformer. Et c'est vrai qu'il avait un atelier juste au-dessus du mien, et pendant 1 ou 2 ans, il y a eu ces espèces d'allers-retours. Ouais. Ouais. Il me donne des cours. Voilà, on prenait ce temps-là De pour avoir des patronage, cours privés de patronage. Et moi, après la semaine, j'allais dans l'atelier et je voyais comment modifier le volume, c'est-à-dire comment créer, moi, mes gabarits en 3D. C'est-à-dire sur un aplat, imaginer le volume et en plus calculer les rétractations des matières. Parce que le feutre, c'est une rétractation de matière. Donc je pars de 30-40% plus important pour arriver à ce que je veux, enfin, ce qui a été déterminé au final. Waouh, c'est un vrai. Donc, du coup, on est très loin de la mode. Ouais. Tu vois, mais l'idée du manteau, mais j'aime, enfin, on aime les belles choses, j'aime le mouvement. Donc, quelque chose qui est porté, c'est déjà, le corps amène le mouvement. Tu as une vraie notion du corps, en fait. C'est parce que le feutre, tu aurais très bien pu le travailler en soi seul, pour une pièce, ou même de l'ameublement, ou pour d'autres usages, ou même sans. Mais là, tu l'as tout de suite intégré dans une démarche, c'est justement, toute la le question, corps. oui, mais c'est toute la question de... mais je me suis beaucoup battue avec ça aussi. Nous, on a une pensée très fragmentée. C'est-à-dire, l'art, c'est comme ça, la mode, c'est comme ça, le théâtre, c'est comme ça, la danse, c'est comme ça. De mon parcours, j'ai un peu touché à toutes ces matières. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la pensée du Bauhaus, c'est-à-dire des gens effectivement qui se regroupaient avec une conception globale, pas fragmentée. On a beaucoup perdu en mettant des cases. Et c'est vrai que des gens aussi bien comme moi et comme Céline, on n'arrive pas à rentrer dedans. On est toujours parce qu'on veut explorer ailleurs. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est un peu difficile à suivre et que peut-être parfois on se perd nous-mêmes. Tu vois, parce qu'il y a trop de champs. Et c'est ça. Donc moi, pourquoi j'ai fait du vêtement? Parce qu'effectivement, c'était le volume. Donc le monde de l'art peut te dire « Ah oui, mais vous faites quelque chose qui se porte ». Tu dis « Mais oui, mais moi j'aimerais bien que l'art se porte. » Et c'est ce que je vais faire. Mais et en plus, en voyageant, était très différente. Tu vois, aux États-Unis, j'ai eu la chance en 2008... Il y a eu une très grosse rétrospective sur le feutre international qui a été organisée par une commissaire d'exposition qui travaillait au Cooper Hewitt. Donc moi je l'avais rencontrée quelques années auparavant parce en étant à Lyon, ce qui est intéressant, Lyon c'était le siège du CIETA, donc il y a beaucoup de monde, du textile, du monde entier qui sont venus faire des symposiums, il y avait des relations, donc... Il y a des personnes qui venaient au symposium qui passaient dans mon atelier, venir me rencontrer dans mon atelier. Donc j'avais rencontré plusieurs conservateurs de musées américains et entre autres donc Suzanne Brown qui à un moment pensait que le feutre était important
au niveau non seulement du design, mais aussi donc dans ce qui représente, de comment penser les choses différemment, comment penser notre rapport à l'environnement différemment, comment penser la structuration de pièces dans une chaîne très courte, c'est-à-dire qu'une personne seule va pouvoir créer entièrement un vêtement ou créer entièrement une pièce qu'elle va pouvoir marier aussi à d'autres matériaux. Donc il y avait une espèce de richesse. Une seule technique finalement en soi représente plusieurs techniques parce que chacun va s'approprier cette matière et va chercher dans une piste. Moi j'avais cherché dans une où je m'étais rendu compte que ce feutre, effectivement, on pouvait l'allier à d'autres. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les soyeux lyonnais aussi. Ça a été vraiment un échange qui a été très, très enrichissant. Petit à petit, je me suis dit, bon, eux, ils ont tel design de leur textile, qu'est-ce que je pourrais inventer d'autre? Et il y a d'autres techniques, donc j'ai introduit d'autres techniques. Et c'est là, je reviens à New York, où effectivement, ce qui a intéressé Suzanne Braun dans mon travail, c'est que justement, j'allais encore plus loin. C'est-à-dire que je ne me contentais pas de faire un design avec que la matière, je rajoutais une matière, donc qui était un feutre hybride, mais ça, finalement, c'est une évolution de cette matière, et je ne suis pas la seule, mais en plus, avec des techniques très contemporaines d'impression. Finalement, voilà, c'est essayer d'aller toujours plus loin. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que je te dis que notre pratique n'est pas figée. Quand je vais en Chine et que je me retrouve dans les villages du Sichuan où les gens portent des capes en feutre, mais eux, si tu veux, la cape en feutre qu'ils vont porter, elle est faite comme ça depuis, j'ai envie de dire, des millénaires. Ouais. Et si tu leur dis qu'on va faire des fleurs dessus, non. Ouais. non. Ouais, oui. Alors que moi, j'arrive et je dis, on peut faire des fleurs dessus. On pourrait le faire différemment. On pourrait j'ai pas eu le temps. Pourrait... J'ai pas eu le temps de le faire. Mais ça, c'était vraiment, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai en moi parce qu'il y a déjà cette matière en elle-même qui est d'une noblesse vraiment, non, moi, très vivante. Vois, mais on peut encore lui amener des choses. C'est pour ça que le travail avec Céline, tu vois, se dire, bon, qu'est-ce qui peut se passer peut-être avec l'intelligence artificielle, on n'en sait rien, c'est son boulot de recherche. Comment ça va s'appliquer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir... On ne sait pas. Ouais. Donc en fait, ce qui ponctue ton parcours et ce qui t'anime, c'est l'exploration. Et c'est approfondir justement ce rapport à la matière et jouer... souvent, même là, on cloisonne, tu parlais de cloisonnement, de catégorisation entre la tradition, l'histoire et l'innovation. En fait, toi, il n'y a même pas cette notion-là, c'est juste que... Ben, ça fait partie. Voilà, ça fait partie. C'est intégrant, parce que moi, je suis là... Parce que c'est vrai que c'est dans l'imaginaire. Toi, tu parlais de poésie. C'est vrai que les gens, et moi je me rappelle, mais vraiment au tout début, quand j'ai découvert cette matière et que je travaillais avec Christina Zophal et que je l'accompagnais parfois sur des marchés, tu vois, au départ, on peut passer par là. Et les gens qui enfilaient les manteaux, ils se racontaient toute une histoire. Déjà, ils se voyaient, voilà, ils se projetaient. Et donc, ils se projetaient. Donc, tu vois, c'est une intimité de l'imaginaire. C'est ça c'est ça qu'on crée, c'est ça qu'on suscite. Et c'est vrai que je l'ai senti et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que les gens, quand ils t'achètent une pièce, ils disent pas, on a adopté. Oui, tu vois, c'est tout à fait. On va au-delà de juste une esthétique apparente. On est vraiment dans... on porte quelque chose et on se raconte. Alors, je fais une petite parenthèse, mais quand on a discuté justement pour notre court-métrage et que tu m'as montré les pièces et que tu m'as fait porter ce manteau qu'on voit dans ce court-métrage, déjà, j'ai été choquée de me dire, pourtant, ça paraît si lourd. Je me dis, c'est de la laine. Ok, il y a de la soie et il y a des mélanges, mais il y a un tombé assez lourd. Mais je comprends pas comment... on garde ce volume et cette souplesse sur le bas, si c'est si lourd. Et là, je le prends, je le porte, et je sens rien sur moi. Je ne sens pas de poids. Donc, en fait, même mes sens ont été un peu perturbés. Et donc, oui, par le ressenti,
par la matière, on se raconte des histoires. Ben, c'est pour ça que, oui, comme tu disais, je parle de poésie dans ta démarche. Mais c'est pas de la poésie... Poète. Non, mais ouais, parce que les blablabla. Mais en fait, c'est vraiment par une technique très précise et vraiment impressionnante. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus? Parce que j'allais dire, tu fabriques des vêtements, mais en fait, je disais, tu non-tisses des vêtements. Ils sont face à face. On va lui faire des descriptions pour les... Mais parce que et puis aussi, c'est aussi tout un mouvement du corps. Je suis bien obligée, c'est énorme, c'est mouillé quand je le fais. Donc ça veut dire qu'une pièce de feutre, il n'y a pas énormément de quantité de laine, mais une fois que la laine est mouillée, elle est très lourde. Ouais. Et elle est très lourde et c'est encore très, très volatile. Et je pense, voilà, j'ai beaucoup réfléchi même ces derniers temps parce que chaque fois, on évolue dans nos questions. Et puis quand on travaille en collaboration avec les autres, et de la même façon aussi quand on a besoin d'enseigner, quelque part de transmettre, on est obligé de décortiquer les choses. Donc on est obligé de les regarder nous-mêmes différemment pour comprendre ce que nous, on a finalement intégré dans notre pratique. Ça, et donc là, je me rends compte que ce qui intéresse, ce que j'aime finalement, et pourquoi je travaille en volume, et pourquoi cette chose-là est importante pour moi, et pourquoi je peux rechigner finalement à faire des aplats pour uniquement faire du textile, pour la haute couture ou pour tout ça. Donc ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, il y a une créativité qui est énorme. Mais c'est aussi que le feutre, je le structure bien quand il est autour d'un volume. Quand il est en aplat, c'est une matière vivante. Et c'est une matière, donc du coup, elle va à partir du moment où c'est ouvert, elle va partir dans l'ouverture. Donc il va vraiment falloir que toi, tu la ramènes. Alors que quand tu la travailles sur un volume, et ben du coup, tu la tiens. Ouais. Tu la tiens dans le volume. Et elle va garder la trace du volume. Ouais. Et elle participe du coup. Et elle va participer. C'est pour ça que j'ai pu faire des moulages de main. D'un coup, tu vois, tu moules tous les doigts. Là, elle ne bouge pas. Là, je la maîtrise totalement. Donc, tu vois, c'est toutes ces petites expériences que tu fais. Et du coup, tu as appris ça en faisant telle expérience ou tel projet. Et tu vas te rendre compte, c'est comme ça que ça marche. Et avec ça, j'avais jamais fait ce type de vêtements. C'est pas du tout dans ma tradition. Mais du coup, ça m'intéresse dans la coupe. Mais ça m'intéressait. D'un coup, j'allais à l'expo dans le musée. C'est vrai que j'étais ressortie de cette exposition en voyant ces pièces de leur collection permanente. Et vraiment, certaines pièces, elle m'avait subjugué de ce que ça peut raconter de la femme, et puis même comment c'est traité. Et quand je l'ai dit au conservateur, il m'a dit, mais vas-y, do it yourself. Là, il a osé justement... Donc il m'a dit, voilà, si tu fais une pièce, fais-la, on l'acquiert, quoi, tu vois, tu la fais pas... Donc on te suit dans ce projet. Et il m'avait déjà suivi sur d'autres pièces, mais là c'était intéressant. Et donc du coup je me suis emparée de ça et je suis ultra précise. Enfin, on en est complètement, même parfois étonné soi-même. Ce qui est étonnant, c'est que cette matière, et ça fait plus de 20 ans que je la travaille, elle continue à m'étonner et quand c'est bon... ça n'a pas de prix, ça n'a pas de... Ouais. Donc, il y a le travail du geste, il y a la curiosité. Et ce geste, donc, je disais, on parlait d'audio-description, mais par frottement, par agglomération. Mais pas seulement de laine. Justement, tu travailles parfois de la soie. Tu intègres parfois entre les couches aussi des broderies. Il y a de la brillance. Tu amènes... Et en fait, c'est toute une question. Tu m'avais parlé de cette notion qui revient presque constamment, que tu le veuilles ou non, dans tes pièces, dans tes pensées, dans tes travaux, dans ton geste. Cette question de passage entre les matières, entre les couches. Strates. Par strates, c'est-à-dire qu'effectivement, on fonctionne par strates, par couches.
C'est-à-dire que je fais une répartition. Là, c'était très intéressant dans ce dernier projet on est parti, donc on s'est dit blanc et noir. Moi, j'avais envie de travailler avec une matière qui est le poil de yak. Ouais. Et j'avais été très étonnée quand des amis italiens qui sont installés sur les hauts plateaux en Chine et qui ont fait tout un travail autour de cette matière-là, les gens qui sont en place sur les territoires et qui effectivement sur ces territoires-là, ils n'ont pas forcément de moutons, mais l'animal est le yak. Donc comment valoriser ces matières-là? Donc il y a eu tout un travail qui a été fait depuis des années comme, sur cette matière, un peu comme étant aussi une sorte d'alternative au cachemire. C'est-à-dire que si on continue à avoir toutes les chèvres cachemire, ça dévore tout. C'est-à-dire que ça appauvrit les sols. Et on ne peut pas avoir une production énorme. Et effectivement, sur des chèvres cachemire, qu'est-ce qu'on prend? C'est qu'une partie de la toison où effectivement le poil est ultra doux. Donc ça fait combien de bêtes pour créer des choses? Donc il y a un moment, il y a quand même une réflexion là-dessus qui est une réflexion internationale. C'est qui est... Bah oui, c'est international parce que comme tout, comme mais tout, c'est vrai c'est mondialisé. Donc, qu'on n'y pense pas, les gens se posent des questions en disant qu'est-ce qu'on va valoriser, parce qu'effectivement, c'est prendre ce qui est sur les territoires. Travailler cette laine de yak, ces gens me disent bon, mais il y a du yak blanc. Je leur dis bah montrez-moi un yak blanc, parce que moi les yak blancs, j'en ai pas vu beaucoup. Alors même si j'ai pas vu beaucoup de yak, mais même en visuel, pour moi le yak c'est marron. Et puis j'avais toute cette expérience effectivement. En Chine à travailler sur cette matière, donc je reçois, je leur commande, je leur dis bon ben voilà, j'ai envie de voir cette matière et je montre à Céline la matière, je travaille, je fais des échantillons, elle me dit mais non on peut pas travailler avec cette matière là parce qu'elle est pas blanche, elle est grise, elle est alors c'est le plus blanc qu'ils aient mais c'est gris, donc du coup bon on s'est dit bon ben ça va pas et du coup j'ai pris cette matière et je l'ai mélangée, c'est-à-dire que je me suis dit, par contre, elle est intéressante parce qu'effectivement, c'est très doux. Il y a un pouvoir de rétractation qui est très fort, donc qui est très intéressant. Parce que c'est... tu peux si une laine ne feutre pas, tu peux t'exprimer pendant des lustres dessus, ça ne donnera rien. Et le rendu sera naze. Et toi, tu te seras épuisé physiquement pour essayer de faire feutrer un truc. Donc, il faut aussi être pragmatique. Aller vers les matières qui fonctionnent. Voilà, ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça ne suffit pas d'avoir un mouton dans ton jardin, de dire, voilà... Bon, je fais mes voilà, je fais mes trucs. Ça ne suffit pas. On est quand même obligé de continuer à être ouvert. Enfin, je pense que c'est important. Donc, du coup, j'ai pris ces poils de yak et je les ai... Et ça, c'était intéressant parce que tout à l'heure, quand tu as vu le film, tu disais, mais cette espèce de profondeur. Et effectivement, j'ai interposé une couche de blanc entre mes couches de noir. Et du coup, les fibres... Parce que les fibres, elles se pénètrent les unes les autres. Donc, elles se transpercent. Et donc, il y a cette irisation de ces poils qui viennent sortir, mais qui hérissent juste. Donc, qui donnent juste... Tu sais pas d'où ça vient. Ouais, ça donne du volume, mais sur quelque chose de plat. Tu sais que c'est une matière, c'est une surface plane, puisque c'est un vêtement. Ouais. Mais tu sens, c'est pas du relief, mais oui, une épaisseur. Oui, mais c'est ça. Une contenance. Oui. Et tu vois, et tout ça, si tu veux, c'est vraiment... quand on crée quelque chose, il y a un temps qui est très important, qui est consacré à la recherche, à se dire, bon, parce qu'à partir du moment où on commence la pièce, je te disais tout à l'heure, c'est parti. Donc ça veut dire qu'avant, il faut que tu aies vraiment balisé ton travail. Ouais. Déjà conceptualisé, donc tu as conceptualisé ta forme, donc tu l'as créée, tu la réalises en 3D. Et après, donc tu as toute ta gamme d'échantillons qui te dit, ben voilà, le rendu, c'est ça. Donc c'est ça que je vais aller chercher. Donc après, tu le poses. Ouais, du coup, tu crées en fait vraiment un dialogue entre les matières, mais un dialogue
oui, ça se prépare entre guillemets. C'est dans le sens où tu découvres comment réagit celle-ci, Voilà, avec cette tu température. calcules voilà, tu calcules tes pourcentages de rétractation, tu calcules ta densité de matière, parce que soit tu peux faire quelque chose d'ultra fluide, comme j'ai un support aussi de soie, donc ça peut être que la soie, mais moi je viens juste l'ourler de feutre. Ouais. Et donc en fait, là on parle des matières, mais j'ai l'impression, enfin, et tu le disais tout à l'heure, tu as parlé de quelques-unes de tes collaborations, elle est aussi dans ta façon même de travailler, pas la matière, mais ta façon de travailler avec l'autre, dans le dialogue aussi, dans cette question de passage, d'échange. Oui, bien sûr. Et de pont entre les autres. Les uns mais les autres, à tous les niveaux, parce que finalement, je pense que une chose qui est, entre guillemets, notre salut humain, c'est nos pouvoirs d'adaptation, nos pouvoirs de réception des autres, tu vois, de réception. Donc, du coup, ça, c'est toujours, pour moi, très important. Et que ça soit quand je travaille en collaboration avec un autre artiste ou une autre artiste, mais aussi quand je travaille en collaboration avec les gens qui vont diffuser mon travail. Parce que finalement, eux, donc je suis obligée, je les écoute aussi. Je suis aussi poreuse et réceptive à ce qui va se passer. Tu vois, quand j'ai travaillé pendant quelques années, bon, malheureusement, la galerie a fermé pour des raisons pas économiques liées à la galerie, mais son bail ne lui a pas été renouvelé, donc à New York. Quand on a fait cette exposition Cooper et Witt, tu vois, pendant 5 ans, j'ai travaillé avec Julia Artisan Gallery, et qui était un lieu très réputé à New York, où vraiment les pièces étaient vendues. Et ça travaillait très très bien. Elle, ce qui l'intéressait, c'était, j'avais travaillé sur toute une série, parce que moi je viens du théâtre, donc j'aime les mots, j'aime la littérature, j'aime tout ça. Et donc j'avais créé le manteau mode d'emploi, et c'était vraiment avec un manteau avec du texte. Mon amie Mireille Vernet avait écrit un texte, j'avais dit Mireille, ça serait bien qu'on écrive une définition d'un manteau. Donc effectivement, elle avait écrit la définition d'un manteau, et que j'ai cette définition que j'ai reportée sur ce manteau. Et là, j'ai beaucoup travaillé dans cet esprit quand je travaillais à New York, parce que finalement, les Américains, avoir du texte français, tu vois, moi, autant je peux être intéressée par la calligraphie chinoise ou par la calligraphie japonaise, que je trouve que c'est un geste d'une amplitude étonnante, mais les gens m'avaient interpellée quand j'ai travaillé en me disant, mais pense aussi à la structure de ta langue. Si tu veux travailler en calligraphie, ta propre calligraphie de langue. Donc tu vois, on a joué là-dessus, et effectivement, ça c'est quelque chose qui était très, très, très porteur, et ça marchait, enfin, ça fonctionnait très très bien. On travaillait très bien. Du coup, c'est vraiment dans l'échange. Oui. Donc, ça va même jusqu'à la façon de présenter tes travaux, d'être dans ce partage, continuer la conversation et toujours créer des ponts, en fait. Donc, c'est intéressant parce que ta façon, enfin, tes techniques matérialisent cette intention que tu as, artistique, et même, enfin, pas seulement artistique, mais personnelle. J'essaye d'écouter les gens. Enfin, je m'écoute moi, mais j'essaie d'écouter les gens. Tu vois, Agnès, la galerie à Paris, avec laquelle je travaille aussi depuis plusieurs années, je sais de toute façon qu'elle va communiquer bien argumenté sur les pièces qu'elle va aimer. Quand elle me dit « Ah, tu sais, on a vendu la pièce que j'aime tant. » Je trouve ça génial, parce qu'on est contente, et l'une et l'autre. Et on est hors du temps, hors de la... comment on peut dire hors de la... enfin, pas rémunération, mais tu vois... j'arrive pas à trouver le mot. La marchandisation des choses. Voilà, on est hors de ce calendrier, d'avoir
un retour sur investissement et de vendre et tout ça et de prêt-à-porter. Et du coup, Ah mais non, là, ça, si tu veux, oui, on est hors ça, si tu veux. Nous, on défend cette notion, mais d'à rapporter. Et les Américains, je reviens à ce qu'on disait au début, effectivement, les Américains, quand Julia Dahl, dans sa galerie, il y avait des bouquins américains sur toutes ces Américaines ou ces Américains qui ont développé ces champs-là. Nous, en France, on a la haute couture. Donc, du coup, c'est la haute couture. Bon, il y a eu Sarah Delaunay, effectivement, tout ça. Oui. Sonia Delaunay, pardon. Mais c'est pas ça qui a pris le plus de champ dans l'évolution des choses. Et donc, l'évolution de la pensée, de notre rapport au corps, voilà, ça, c'est des références. Mais effectivement, ça n'existe pas. En Chine, c'est pareil. En fait. Moi, pourquoi mon travail, je pense, a été très bien accueilli en Chine. J'ai pendant 5 ans, donc j'y suis allée régulièrement en étant invitée à participer avec des expositions, avec différents... la Chine, c'est très structuré finalement. Les profs des universités sont en lien les uns les autres, donc ils se regroupent et effectivement j'ai vu toute la créativité qu'ils laissaient aussi à eux-mêmes, donc pour aller pour créer, pour pour s'affirmer comme des artistes sur des choses qui sont apportées mais qui sont pas forcément complètement apportées non plus, qui peuvent être des formes très muséales, qui sont des expérimentations. Voilà, donc là, ils ont vraiment accepté. La France, on a encore besoin d'évoluer, tu vois, de comprendre qu'il y a d'autres choses. Ouais. Et qu'on peut, voilà. Et qu'on peut entretenir, cultiver le geste, l'artisanat. Oui. C'est pour ça que... l'artisanat d'art, même l'artisanat en fait, même au sein même de l'artisanat, on crée aussi des sous-catégories et tout ça. Mais là, l'idée, c'est justement d'explorer, d'échanger. Des champs, effectivement, de perception. On a aussi un public. C'est comme au théâtre, si tu veux, une chose qui ne rencontre pas son public, voilà, ça reste très... Bon, alors, c'est vrai qu'on parle de niche, effectivement, je suis dans une niche, bon... Oui, mais tes travaux, après, deviennent aussi des références pour inspirer, explorer, continuer d'avancer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on cultive aussi la créativité. En ce moment, il y a beaucoup de questionnements sur cette notion. Est-ce qu'on crée toujours dans ce secteur dit mode, puisqu'il parle vêtements, accessoires, corps et tout ça. Je ne parle pas prêt-à-porter, obligatoirement. Mais dans ce paysage, on va dire, et on se dit, mais en fait, la créativité, elle est où et comment on l'entretient. Et en t'écoutant, j'espère que, en pensant à nos auditeurs et auditrices, je me dis que ça va les inspirer à prendre ce temps d'explorer, tester, échanger, discuter, montrer ses travaux à d'autres personnes. Et puis tu vois, oui, et puis rajouter là, dans ce dernier projet, effectivement, moi je ne coupe pas. Et c'est vrai que Céline, elle est intervenue dans le volume, en coupe franche, pour recréer des liens. On ne fait que créer du lien. Elle, dans sa pratique, elle crée du lien avec ses lacets en 8, avec ce laçage en 8. Elle recrée du lien. Donc, on n'est pas dans la couture. Évidemment, il y a ces points qui disparaissent parce qu'on est bien obligé d'assembler ce ruban de petits crochets, tu vois. Mais c'est encore du lien. C'est encore du lien. Tu vois, c'est encore un non tissé. C'est encore une chose qui arrive. Donc, effectivement, on a besoin de créer du lien à tous les niveaux. Ouais. Et nous, dans notre conception du travail, donc moi, les fibres, elles s'enchevêtrent, tu vois, d'une façon très anarchique finalement, tu vois, sous la pression, sous le mouvement que je leur... tu vois, que physiquement, je donne quand je les roule dans les nattes. Et là, c'est aussi réintervenir, permettre que autre chose réintervienne dessus. Donc, c'est accepter que l'autre, il bouscule un peu ta trajectoire.
Tu vois, est-ce qu'on réfléchissait à ça? On se disait, oui, mais on bouscule. Donc, c'est comme notre rencontre, c'est un peu comme une collision, tu vois, hop. Et puis après, hop, on s'est alignés l'une derrière l'autre. C'est-à-dire que quand moi, j'ai construit en deuxième partie, si tu veux, on a commencé par faire la matière pour la robe, tu vois, réfléchir comment on allait travailler, comment moi j'allais travailler pour cette robe. Finalement, on a déterminé que ça serait comme ça. Voilà, on a trouvé notre axe. Donc, j'ai designé aussi avec la matière, le noir qui arrivait. Et moi, quand je me suis mis à créer le manteau, c'est évident que j'avais tout ce qu'on avait fait avant, je l'avais intégré. Donc, du coup, ça a été avec ma technique, mais une réponse englobante, finalement, à ce que Céline avait proposé. Donc, tu vois, on est vraiment dans le lien, une chose qui vient en recouvrir une autre, une chose qui va sortir de l'autre. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Mais ça demande beaucoup de poésie et d'apprentissage aussi de soi, de connaître son savoir-faire, ses limites, pour dire cette collision, parce que tu as parlé de collision, ça peut faire mal une collision, et ben en fait, amène quelque chose. C'est pas négatif, c'est pas forcément négatif. Exactement. Le choc n'est pas négatif, parce qu'à un moment... on peut créer quelque chose. Et ben oui, parce que d'un coup, hop, et ça réouvre. Donc du coup, on prend plus d'amplitude, tu vois, et on arrive à se recentrer. Et je pense que là, la satisfaction, je te disais tout à l'heure en début d'interview, que je ressens pour le moment, on n'a pas de réponse de ce qui va se passer. Donc on est aussi dans une forme d'après, où les choses ne nous appartiennent pas. D'apesanteur comme ça, là. Voilà, oui, complètement, on flotte. Mais tout ça, on l'a vraiment fait. Et en plus, comme on a été obligé d'écrire aussi sur notre pratique. Donc, on l'a vraiment conscientisé. Et ça, c'est très important. Tu vois, entre le moment où effectivement, ce que je disais, même quand tu transmets, parce que mon rôle, moi, de maître d'art, ça a été aussi, on est nommé pour transmettre notre savoir-faire. Donc effectivement, tu vois, ou à un élève, 2 élèves, moi j'aimerais bien que ça puisse être, ça continue, parce que moi j'ai été nommée à 40 ans, donc j'ai été nommée jeune aussi. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport de la transmission à 40 ans qu'on peut l'être à plus tard. Et là, ça a évolué aussi pour moi. Donc, finalement, j'ai toujours aussi besoin de travailler. Là, j'ai une jeune femme, tu vois, qui est arrivée dans l'atelier. On s'est posé la question comment je vais pouvoir la recevoir. Donc, on a trouvé une structure juridique, tu vois, de couverture, parce qu'on a besoin de tout ça pour pouvoir le faire. Mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Je te montrerai ce qu'elle a fait, tu vois, sous ma direction. C'est déjà très intéressant. Ouais, donc tu es vraiment dans cette constante exploration par la matière, par l'échange, la discussion. Oui. Et aussi donc les références. Et j'arriverai à ma dernière question, mais un peu, je me dis, on pourrait discuter des heures, mais j'en referai peut-être un épisode ensemble. On pourrait à chaque fois, je pense, enregistrer nos conversations. J'avoue, je viendrai avec les micros avec comme le ça. micro. Non, il y a des micros partout, t'inquiète. On est couverts. Non, mais éteignez vos portables. Mais en fait, c'est parce que tu es aussi donc toi-même inspirée et tu disais que tu lisais beaucoup, mais il y a aussi de l'image qui peut t'inspirer et je me disais, est-ce qu'il y aurait une œuvre que tu voudrais nous partager, nous faire connaître, à nous, les auditeurs et auditrices aussi, qui te parle, qui te saisit? Alors, il y a évidemment beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand j'ai lu ta question, la somme de questions, tu vois, pour préparer un peu ce travail, tout de suite, c'est Matoti. Alors, je suis revenue à quelque chose qui m'a marquée, mais il y a déjà très longtemps. D'un coup, les dessins de
m'ont parlé. C'est-à-dire que ça m'a inspiré. C'est des choses d'un coup qui t'inspirent sur la forme, parce que lui, il y a la texture dans son trait, dans ses couleurs. Et j'ai trouvé ça, mais il y a 20 ans de ça, très proche de mon travail. Donc j'avais envie de parler de ça parce que je pense que ça reste réel. Ah oui. Ça reste réel. Ouais. Et donc on va toujours... c'est pour ça que je parlais de champs qui sont larges, c'est-à-dire tu vas pas forcément être inspiré par la mode. Alors il y a des gens dans la mode, effectivement, où c'est évident, tu vois. Bon, Miyake, c'est évident. Pour moi, c'est évident. C'est juste le truc, waouh. Bon, il y en a d'autres, mais là, particulièrement, tu vois, parce que je me l'approprie complètement. Et tu vois, c'est vrai que quand je vois, tu vois, j'ai parfois des clientes qui associent mon travail à des pièces de Miyake. Je suis tu vois, je trouve ça, waouh, je suis vraiment tellement contente parce que ça fait partie des choses que j'aime vraiment, qui t'inspire. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment... Donc, on va chercher. Donc là, voilà, je suis revenue sur la mode, mais c'est autre chose. C'est des artistes, c'est les noirs de Soulages, c'est la profondeur des noirs de Soulages, c'est la structure, tu vois, il y a ça aussi. Je peux avoir la même chose avec des pièces de Richter. D'un coup, tu vois, cette truc caché, cette exposition que j'avais vue de Richter, où tout est recouvert de blanc. Et tu sais, et toi, tu as envie de rentrer dans la toile, de passer à travers. Bon, chaque fois, ça t'interpelle. Et tu te dis, ce sentiment que je ressens, moi, face à ça, comment j'arrive, moi, à l'exprimer? Comment, moi, j'arrive à le transformer, à le sublimer? Comment j'arrive à parler de ce qui me parle? Tu vois, en répercussion. Ça, c'est ça. Ben oui, c'est toujours... tu dis, waouh! Ah ouais. Et donc, du coup, tu as ça dans la tête. Et quand tu y vas, alors je te dis, c'est très structuré, on pense beaucoup à des choses, mais il y a aussi un moment où tu y vas. Où tu vois, où tu peux pas tout maîtriser non plus. Oui. Voilà, et c'est là qui fait que le feutre est empirique. Il y a un moment, j'accepte aussi l'erreur, j'accepte qu'ils m'ont beaucoup appris aussi. Tu vois, la matière, elle va faire ce qu'elle veut. Céline, tu vois, dans la structure, elle me dit, mais c'est fou, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Parce qu'elle me dit, le col, il est à 2 cm, il serait mieux. Je dis, mais bouge pas, le col de 2 cm, moi je te le rétracte. Mais bon, si je lui rétracte le col, ça va tout modifier, tu vois. Donc du coup, c'était ça, c'est-à-dire à quel moment elle va pouvoir couper. Est-ce qu'il faut couper? Tu vois, donc on est vraiment... Donc c'est pour ça qu'on veut créer finalement en duo cette collection qu'on a appelée une collection capsule de 13 pièces. C'est ça qu'on a envie de faire. Là, on en est au premier prototype de la première rencontre. Mais pour pouvoir continuer à s'ajuster, tu vois, et à s'inspirer conceptuellement, techniquement, et puis découvrir d'autres références, comme là tu nous as fait découvrir Matoti. Et donc, pour terminer, alors on peut découvrir tes travaux donc sur ton site internet, Françoise Hoffman. Oui, il y a un petit film là, qui va sortir sur mon travail à l'atelier. On attend bientôt, il va y avoir ce petit film d'Étienne aussi qu'on espère voir. Étienne Ril, voilà. Donc ça fait 3 choses effectivement en visuel pour montrer nos travaux et le petit film qu'on a réalisé d'1 minute là sur ce prototype qu'on vient de créer. Donc sur ton site internet, Instagram, et puis là on est... on va les mettre, cette émission elle sort quand? On arrive doucement. La semaine prochaine. Parce que le film, ça sera le film sur mon atelier sort sur les réseaux sociaux le 21 avril. Donc voilà, globalement, on va être à peu près dans le même timing. Le film qu'on vient de réaliser avec Céline, ça sera certainement mi-mai.
Tu Ok. vois, mi-mai, juin, Et puis qu'on va nous, lâcher. Et le film avec. Aporia qu'on a fait Voilà. ensemble est en projection au Short Film Corner pendant le Festival de Cannes le 25 mai. Voilà. Donc Voilà. tu vois, on est dans ce timing-là. Ouais. On a un beau printemps devant nous. Exactement. Donc on pourra découvrir tes travaux, continuer. Et pour les Lyonnais, venir aussi découvrir concrètement les matières, venir à ta rencontre. C'est toujours beaucoup plus parlant d'avoir les matières en main. Merci en tout cas Françoise pour ça. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de se retrouver pour une autre conversation Avec enregistrée ou pas. Là ça c'est sûr ou pas, c'est sûr qu'on se retrouvera. Avec Mais plaisir. ouais, merci. Merci Dorian, Caillol, de venir partager ton témoignage. Et donc tu es cofondateur avec Quentin Barallon de Main d'œuvre, alumni du village des créateurs. Donc cofondateur de Main d'œuvre, marque de maroquinerie principalement. Est-ce que tu veux justement nous en dire plus? Main d'œuvre, c'est qui? Bonjour Alessi. Alors, Main d'œuvre, c'est une marque, c'est un atelier de fabrication, un atelier de design qu'on a fondé avec Quentin du coup en 2016 à Romans-sur-Isère dans la Drôme. On travaille autour des métiers du cuir, principalement la maroquinerie, mais on est formé aussi en chaussures. C'est un projet pluridisciplinaire, on va dire. L'idée de monter ce projet, c'était d'être indépendant, de monter un projet à petite échelle, travailler sur des produits de grande qualité, durables, avec des belles matières naturelles. On a choisi le cuir puisque on va dire que c'est là-dedans qu'on a fait nos études et c'est une matière qu'on apprécie particulièrement. Mais voilà, ça nous est arrivé de travailler du tissu aussi parfois, etc. Donc, on vient de chez Clergerie, en fait, tous les deux. Clergerie, Robert Clergerie, c'est une marque de chaussures qui a été bien connue dans les années 80, qui est encore là à Romans-sur-Isère à produire une partie de leur production. Donc, Quentin, lui, il était metteur au point là-bas. Moi, j'étais au stylisme et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, voilà, donc on est passé dans ce milieu industriel qui nous a formés, qui nous a inspirés, mais ce passage dans ce contexte nous a fait aussi nous dire qu'on avait envie de prendre notre indépendance, quoi. Ouais, et vous vous êtes donc rencontrés dans un espace de savoir-faire, de métier quand même très particulier. Les métiers du cuir, c'est en plus particulièrement la chaussure, c'est pas rien. Enfin, c'est très technique et très précis. C'est très technique, très précis. Enfin, c'est vrai que le cuir, ça regroupe plein de corps de métiers différents et c'est clair que la chaussure, c'est je dirais un des domaines du cuir les plus complexes. Et est-ce que justement c'est cette technicité, cette précision qui anime l'équipe Main d'œuvre? Ce qu'on aime faire, c'est faire de la recherche en continu. Là, depuis 2 ans, on s'est arrêté sur la technique du moulage, qui est une technique vraiment spéciale qu'on est à peu près les seuls à maîtriser en France. Voilà, à travers cette technique, on propose un nouveau design, des nouvelles formes, des nouvelles façons de fabriquer, quoi. Ça fait des formes assez particulières. Effectivement, en termes de qualité et tout ça, notre cahier des charges, c'était vraiment d'aller au plus loin de la qualité qu'on pouvait tous les deux, quoi. Tu parles de moulage, mouler le cuir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas obligatoirement, qu'on peut mouler le cuir il faut juste
juste entre guillemets, le mouiller et après on Ouais, peut vraiment, c'est impressionnant. Il ne faut pas qu'il soit trop souple non plus à la base. Mais donc ça, c'est quand même un savoir-faire technique qui relève de l'artisanat. Et quel est votre rapport justement entre industrie, parce qu'on pense maroquinerie, on se dit ah ça c'est bien quand on a une marque de prêt-à-porter, c'est un bon rendement d'avoir des petites pièces par-ci par-là. ouais, Et alors que là, ça demande du temps, de la technique et un geste particulier. Quel est votre ouais. rapport à ce milieu, à Bah oui, ces bah échelles? c'est clair que c'est des objets à part entière qui sont très bien travaillés et très bien développés, précis, etc. Tu me parlais aussi, quand on avait un peu échangé, de contre-culture, enfin moi je le redis comme ça, mais Ah oui, du contre-culture coup, artisane. le Ouais, rapport industrie-artisanat, quoi. ouais, Donc nous, on est deux créateurs et artisans, c'est ça qu'on revendique et qu'on met en avant. Donc le travail à la main et comme je le disais au début, un projet à petite échelle avec un nombre réduit de personnes. L'enjeu aujourd'hui pour des artisans, c'est à la fois de proposer des nouvelles formes comme on le fait, des nouvelles choses, des nouveaux univers et aussi d'être un minimum compétitif. Donc c'est pourquoi on a créé en fait un atelier qui est à la fois efficace en termes de mécanisation, de machines, etc. On a des machines d'ailleurs qu'on a récupérées dans les anciennes usines de Romans, etc. Qu'on a pu remettre sur pied. Donc on est vraiment aidé par ce matériel-là. On arrive à avoir des produits, disons, pas trop chers grâce à ça, mais on met le travail à la main hyper en avant, en fait, pour sa précision, notamment par rapport au moulage. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait difficilement mouler du cuir de façon complètement industrielle. En ouais. tout cas, il y aurait des grosses limites techniques, alors qu'à la main, on arrive à accompagner la matière tout doucement pour la Mmh. mettre en forme, quoi. Parce que ça prend du temps Ouais, et le temps, c'est pas juste de l'argent, en fait, c'est du beau aussi, ouais, c'est de la technique, c'est de la précision et c'est du mhm, durable aussi parce que tout à fait. ouais, donc c'est pas un geste seulement pour créer une forme, mais c'est un geste aussi pour, créer, un produit qui va dans l'usage, en fait, Ouais, pas s'user, ouais, tout à fait. hyper rapidement, en fait. Mhm. Mmh. Ouais. Et, et comment est-ce que du coup vous définissez ce qu'est la mode avec votre échelle justement quand tu disais vous êtes un atelier de design Ouais. euh, face à à ces différentes échelles que propose et que euh, représente en fait dite mode, comment est-ce que vous vous définissez en fait? Alors, c'est une grosse question pour nous, en fait, l'univers dans lequel on évolue. En fait, c'est vrai, quand on lance un projet, on a certaines ambitions, certaines envies ou certains contacts ou réseaux qui nous font aller vers cette direction-là. Donc nous, notamment, enfin moi, à travers mes études aux arts déco, dans la mode, dans le vêtement, c'était, pour avoir fait des concours aussi avant, Mm. euh, on va dire qu'on a essayé le réseau de la mode et du coup bah, de créer cette ligne de maroquinerie-là. Mais en fait, on s'est aperçu petit à petit qu'on est en fait à mi-chemin entre le milieu de la mode, le milieu du design d'objets et l'artisanat d'art. Et en fait, ça peut être un moteur comme un frein, cette espèce d'ambivalence, on peut dire Ouais, ça, je pense. Mais enfin, voilà, tu c'est vois, cette c'est non-catégorisation. ouais, bah, en fait, c'est pour ça que je disais qu'on se présente comme des designers. C'est parce que Ouais. pour nous, on est autant intéressé à faire du vêtement que de la maroquinerie, que des meubles, tu vois, Mm. pour nous, on est des créateurs, on travaille de la matière, des techniques, on s'intéresse à plein de choses en même temps.
Après, c'est clair que du coup, la main-d'œuvre, c'est une marque. Et pour pouvoir vendre et être cohérent, etc., c'est clair que c'est mieux de se spécialiser, en gros, ou définir un projet assez cohérent, quoi. Ouais. Mais ouais, Mais c'est en même temps, du coup, c'est vous faire la main en quelque sorte sur un produit, mais si on reprend le titre même de main-d'œuvre, en fait, c'est que la main, c'est elle qui fabrique. Et donc, à ce jour, c'est des sacs. Vous avez fait donc un peu de chaussures aussi. Ouais. Peut-être que voilà, la prochaine fois, ce sera un autre type de produit. C'est en fait le cœur de ce que je comprends de main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. En fait, c'est l'ouvrage de la main et donc de vos équipes, de vos équipiers, de vos collaborateurs et avec qui vous travaillez et développez les projets. Oui, c'est ça. Comme je disais, en fait, on revendique vraiment cette pluridisciplinarité et les collaborations, comme tu dis. Ça, c'est vraiment un axe qu'on a envie d'exploiter plus, collaborer avec d'autres créateurs, d'autres savoir-faire, etc. Ouais. Donc, comme on fait avec le podcast, on converse avec des mots. En fait, vous conversez donc par le produit en fabriquant ensemble et c'est pas un piano à 4 mains, c'est pas une partition à 4 mains, mais c'est un produit et c'est beau en tout cas. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose qui fait partie aussi de l'essence de main-d'œuvre. En fait, j'aimerais qu'il y ait plus de projets comme les nôtres où j'ai l'impression qu'on est des générations avec des envies nouvelles et cette envie d'être un peu indépendant et recréer des projets à échelle humaine, on va dire. Je trouve que ça vaut le coup et ça crée des belles histoires. Et c'est pas des belles histoires juste pour des jolies histoires pour les réseaux sociaux, mais des belles histoires qui nourrissent et qui alimentent notre créativité aussi. Et c'est ça qui est beau. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Au plaisir de vous rencontrer à Romans. Ce podcast vous plaît ? Abonnez-vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre celles et ceux qui soutiennent la production par une contribution mensuelle sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Vous y retrouverez d'ailleurs des épisodes en exclusivité. J'aimerais vous remercier. Vous êtes plus nombreux à chaque nouvelle diffusion. Merci pour votre écoute, pour nos échanges sur LinkedIn, Instagram, par mail. J'apprécie continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est toujours édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.